Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture. Alors un petit bilan lecture parce que ces derniers temps j'ai pas trop lu. Voilà, j'ai pas été dans un trop bon mood de lecture. Donc et encore j'ai un peu accéléré là de derniers jours pour avoir un bilan convenable. Voilà, parce que sinon on était parti genre sur 4 livres. Bon, là on en a 6. Non, on était parti même sur 3 livres. Donc c'était pas ouf. Et ben écoutez, voilà, comme d'habitude, je suis en live. Voilà, pour une fois, un bilan lecture qui va pas durer trop longtemps, ce qui n'est pas plus mal. Et du coup, comme d'habitude, j'ai mis mes lectures dans l'ordre de la moins bonne à la meilleure. Et donc, on va commencer tout de suite avec La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, qui est un classique de la littérature féministe, oui, on peut le dire, qui est un livre plutôt progressiste, plutôt puritanisme, pardon. Donc en fait, dans cette histoire, donc c'est un livre qui date du 19e siècle, hein, je tiens à le préciser quand même. Voilà. Dans cette histoire, on va suivre Esther. Esther qui a commis le péché d'adultère. Et pour la punir, on va lui coudre une insigne, donc un gros A rouge, voilà, d'où le titre, qu'elle devra arborer sur sa poitrine. Et on l'a fait, en fait, elle doit rester sur la place, comme ça, à montrer son insigne, voilà, juste pour montrer, enfin pour lui donner honte en fait, voilà, de son péché. Et en fait, voilà, on va suivre la vie d'Esther par rapport à ça. Donc Esther qui en fait fait beaucoup de bien à la communauté, voilà, est très serviable, hein, elle est très très bonne en couture. Donc du coup, elle va beaucoup aider les gens et de fait, bon, les gens sont voilà, pour eux, oui, elle a commis le péché et tout, mais quand même, c'est pas une mauvaise personne, etc. Et en fait, tout le mystère un peu aussi du roman, ça va tourner autour de bah, avec qui elle a commis ce péché. On ne sait pas, oui, parce que j'ai oublié de vous préciser, mais et c'est quand même, ça a quand même son importance. Esther est tombée enceinte des suites de son adultère, donc voilà, le péché est encore plus grand parce qu'en plus, elle a eu un enfant, et on ne sait pas qui est le père de cet enfant. Voilà. Donc, pourquoi je le mets tout en bas? Vous allez me dire si c'est féministe, si c'est progressiste et tout. Juste parce que je me suis fait chier. Mais d'une force. Vraiment, vraiment, je me suis fait chier. C'est franchement, évidemment que le propos est extrêmement intéressant, etc. Voilà, il n'y a pas de souci. Oui, ça interroge beaucoup sur bah, le traitement des femmes par rapport à voilà à l'adultère, sur le fait de voilà est-ce que parce qu'on a commis l'adultère on est foncièrement une mauvaise personne. En plus quand on découvre le père de l'enfant ça va interroger encore sur d'autres choses. Bref, enfin voilà, il y a pas mal de thématiques qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, mais alors c'était d'un ennui mortel. Franchement, si je l'avais pas écouté en audio, je l'aurais abandonné parce que oh là 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 là, j'en pouvais plus. Vous avez des bugs? J'espère pas. Voilà, du coup, ça m'a. Franchement, en fait, mis à part ces quelques thématiques, je trouvais que ça racontait rien, quoi. Je trouvais que ça racontait rien. Franchement, la vie d'Esther, bon, d'accord, c'est super, elle a de la communauté, tout ça. Sa fille, en plus, mon Dieu, elle est horrible, sa fille, je la déteste. Elle a une gamine qui est absolument insupportable, mais vraiment insupportable. Ah, mon Dieu, j'en pouvais plus de cette gamine. Ah ouais, c'est vrai, il y a des livres audio sur Spotify, c'est cool. D'accord, ok, Steph. Ouais, franchement, j'en pouvais plus de cette gamine. Voilà, Esther, elle est assez passive en plus, au final. Bon, voilà, elle est très philosophe et tout, machin, mais vraiment, elle est quand même très, très soumise et très. Enfin,
Bon, et puis le narrateur qui raconte ça de façon très détachée, bon, qui fait ses petits commentaires, tout ça, d'accord, c'est super. C'était chiant. Je suis désolée. J'aurais aimé aimer ce livre. Mais force est de constater que je me suis fait chier. Franchement, je suis allée au bout du bout. J'étais en plein calvaire pour terminer le truc parce que, oh là là. Voilà. Donc, bon, la fin est bien. Non, voilà. Comme quoi, et coucou Natacha. Il n'y a pas que le message. Voilà, moi, je sais que je dis souvent que j'accorde plus d'importance au message du livre qu'à l'histoire en elle-même. Mais ça ne veut pas dire que un message doit se substituer à une histoire quand même. Je veux dire, bon, c'est bien beau de faire passer des idées progressistes et tout ça, mais un petit peu de je sais pas, un petit peu d'action, un petit peu de rebondissement, un petit peu de quelque chose qui se passe dans le livre, quoi, s'il vous plaît. Voilà, ça serait bien, parce que franchement, j'ai l'impression... alors, le livre n'était pas gros, hein, je vous rassure, mais j'ai vraiment l'impression qu'il s'est littéralement rien passé dans cette histoire. Voilà, donc... Ah d'accord, ok. Ok. Donc voilà, pour celui-ci... Donc je sais pas quoi vous dire d'autre, hein, voilà, si c'est... Je pense que c'est quand même... Enfin, je suis quand même contente de l'avoir lu, parce que je pense que c'est voilà, c'est vraiment un classique qui a quand même des thématiques extrêmement intéressantes. Voilà, donc j'en retire quand même, quelques enseignements, donc c'est un peu aussi le but d'un livre quelque part. Mais voilà, mais je me suis pas régalée à la lecture. Voilà, c'est vraiment je veux pas être hypocrite et faire semblant de dire waouh, c'était génial parce que c'est un classique, quoi. Je me suis fait chier, un moment, voilà. Pour celui-ci, donc le deuxième, alors, on voit un petit coup. La ville rose de Fabrice Lardreau, qui est un petit livre SF, hein, c'est une dystopie que j'ai lu rapidement hier soir. Voilà, il est très court, hein. Le propos de base était extrêmement intéressant. Donc en fait, on est dans un espèce de Paris alternatif, on va dire, qui s'appelle Lutetia, où on va suivre un homme qui a été engagé par un gros PDG, en fait, qui veut... Alors voilà, c'est un PDG qui a une entreprise de bâtiment, de construction, quoi, et qui veut faire un gros métro, voilà, dans la ville. Et le souci, c'est que, donc, d'une part, il y a des manifestants, forcément, voilà, contre ça, et puis, surtout, la ville est envahie par les renards, d'où le titre et la couverture. La ville est envahie par les renards qui gênent foncièrement déjà la construction, et puis, d'une façon générale, il y a des gens qui commencent à s'inquiéter, il y a des rumeurs comme quoi les renards s'attaquent aux humains, etc. Du coup, notre protagoniste a été engagé pour faire la sécurité et au départ contre les manifestants, puis ensuite contre les renards. Voilà. Donc le propos était intéressant. Cependant, j'ai détesté le protagoniste. Et surtout, voilà, malheureusement, j'ai trouvé que ce livre était extrêmement sexiste. Et franchement, c'est assez typique, hélas, des auteurs français de SF. C'est un truc de fou, mais à chaque fois que je lis de la SF française écrite par un homme, putain, la place des femmes dans le livre, c'est une catastrophe. Mais je comprends pas. Vraiment, c'est énervant. Et donc là, les rares femmes qu'il y a dans le livre, en fait, elles servent uniquement c'est même pas de love interest, c'est de sex interest, quoi. Elles sont là juste pour leur cul, en fait. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment juste pour que le héros puisse commenter « Ah là là, celle-là, elle est bien foutue, je me la taperai bien, et puis celle-là, je l'ai baisée. » Voilà, c'est super. Toi, t'es là, mais sinon, à un moment, est-ce qu'il y a une femme qui va avoir un rôle important autre que ça? Enfin, je sais pas.
Et puis en plus, bon, c'est bon, le mec qui baisse tout ce qui bouge, ça va. Bref, mais par contre, j'ai quand même beaucoup aimé le... C'est dommage, franchement, c'est vraiment dommage qu'il y ait ce putain de sexisme-là au milieu, ça m'a énervé. Parce que j'ai beaucoup aimé, voilà, le cheminement de cette histoire. Ça monte un peu en puissance, ça part en couille, on peut le dire, dans tous les sens du terme, je vais dire, non. Ça part vraiment en live, et la fin est terrible. La fin est terrible. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé, voilà, comment ça montait et comment ça se terminait. C'était une excellente idée, j'ai trouvé. Voilà, mais c'est vraiment dommage mais vraiment, les auteurs français de SF, arrêtez, quoi, s'il vous plaît. Je sais pas si c'est symptomatique, je sais pas, les machos aiment écrire de la SF, ou est-ce que quand on aime la SF, on devient macho? Comment ça se passe? C'est qui? C'est l'œuf ou la poule en premier? Comment ça se passe? Mais franchement, moi, quand je lis ça, ça me conforte dans l'idée de lire de plus en plus de femmes. Vraiment, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de lire les délires des auteurs qui ont, je sais pas, on dirait qu'ils transcrivent leurs fantasmes dans leurs livres. Je sais pas. Je me dis, mais putain, ils sont frustrés dans la vie, comment ça se passe? Enfin, voilà. Enfin, je pas dire du mal de l'auteur, c'est pas le but, mais voilà, je veux dire d'une façon générale, les auteurs de SF, putain, c'est chaud, quoi. Bref, voilà, et c'est dommage, parce que sinon, franchement, c'était extrêmement intéressant, et même si c'est court, justement, il y a pas mal d'actions, ça monte en puissance, la fin est terrible, et voilà. Bref, voilà pour celui-ci. Ah oui, c'est vrai, Karine? Moi, t'as bien fait. T'as bien fait. Non, mais voilà, c'est clair que quand on est une femme, on n'a pas envie de lire des trucs comme ça. Donc, du coup, on se dirige vers des femmes. Alors, ça veut pas dire que, encore une fois, parce qu'il faut toujours le répéter, ça veut pas dire que tous les auteurs hommes sont sexistes et ça veut pas dire que toutes les autrices femmes sont féministes, hein, voilà. Mais n'empêche qu'on a plus de chances de tomber sur des personnages féminins forts et intéressants dans un récit écrit par une femme que dans un récit écrit par un homme. C'est comme ça, voilà. Bah, du coup, le choix est vite fait, hein. La question, elle est vite répondue. Voilà, mais voilà pour celui-ci. Mais cela dit, parce que, voilà, je ne sais pas si vous savez, mais Kim, il travaille sur une adaptation de ce livre en série. Et d'ailleurs, je devais lire, j'ai pas eu le temps, je devais lire un peu ce qu'il avait écrit. Merci Axel pour ton suivi. Non, j'habite pas à Durcy. Désolée. C'est con, hein? C'est con parce que je lis pas littéralement le commentaire. Ta blague n'a pas marché. Désolé. Donc, du coup, ouais, j'ai pas eu le temps de lire son scénario, mais voilà, il m'a dit que justement, il avait fait en sorte, voir avec l'auteur, de mettre un personnage féminin fort et donc évidemment de gommer cette partie assez sexy. Donc ça m'a fait plaisir, voilà, qu'il ait dit ça. Et bon, après, voilà, connaissant Kim, je pense que ça va être un petit peu plus féministe. Heureusement. Bonne soirée à toi, Axel. Je te remercie. Allez, je passe à la suite. Donc, toujours de la SF. C'était un peu le mois de la SF, hein, le mois d'avril. L'oiseau moqueur de Walter Tevis. Donc, dans cette dystopie, somme toute, relativement classique, au final. Coucou Cricri, bienvenue ici. Dans cette dystopie, en fait, on est dans un futur... Je suis en train d'essayer de me rappeler en quelle année on est, en fait. Il me semble que c'est un futur plutôt, quand même, un petit peu lointain. Bref, on est dans un futur où les robots, donc on a des robots humanoïdes, hein, dotés d'intelligence artificielle, qui font la plupart des tâches des humains, presque toutes d'ailleurs.
En gros, ils sont même juges, enfin voilà, c'est vraiment dans un monde avec des robots qui gèrent tout, mais qui restent plutôt, plus ou moins, je dis plus ou moins, hein, pas pour rien, au service des humains. Et dans ce monde, on va suivre un homme dont j'ai oublié le prénom. Évidemment, comme d'habitude. C'était le livre audio que j'ai écouté avant La lettre écarlate. Donc, on va suivre un homme qui finalement assez résigné dans son état, jusqu'à sa rencontre avec une femme. Alors, c'est vrai que c'est assez... Il y a des côtés très similaires à 1984 finalement, parce qu'il y a toujours le love interest qui fait... Dans Nous de Zemiakin aussi, c'est un peu le même principe. C'est le love interest du héros qui va le faire changer d'avis en fait sur le monde. Et là, donc voilà, il va rencontrer une femme qui, elle, est plutôt rebelle face à ce monde. Et d'ailleurs, elle a vite compris que on pouvait ne pas obéir aux robots, voilà, qu'ils étaient censés être au service de l'humain. Merci Nelly pour ton suivi. Et que donc on pouvait leur dire non, tout simplement. Voilà. Et en fait, putain, vous savez que j'ai oublié des parties de l'histoire, c'est un truc de fou, je suis en train de me dire, c'est incroyable. Ce livre est... En fait, si vous voulez, je me suis pas ennuyée dans ce livre, il était extrêmement intéressant, voilà, on est dans une dystopie, vraiment façon Le meilleur des mondes, 1984, bon, ça ressemble beaucoup à ça, hein, on a toujours les gens qui se soumettent et les gens qui se rebellent, on a toujours un régime très totalitaire, un peu, hein, franchement, parce que même si les robots sont censés être au service des hommes, au final, t'as pas le droit de faire ce que tu veux, ça y est, je me souviens. Voilà, en fait, j'aime bien parce que c'est quand même le plot de l'histoire, c'est le truc le plus important de l'histoire, mais genre j'avais eu un trou comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que notre héros, il va apprendre à lire. Voilà, il va apprendre à lire alors que c'est interdit. Voilà, ils n'ont pas le droit de lire des livres. Et non seulement il va apprendre à lire, mais quand il va rencontrer cette femme qui va lui expliquer que c'est bien de se rebeller, il va aussi lui apprendre à lire à elle, et là c'est encore un crime plus grave. Et en plus, autre crime, ils vont vivre ensemble. Alors qu'en fait, voilà, cette société de l'oiseau moqueur prône totalement l'individualisme en fait. Voilà, parce que l'individualisme, c'est la liberté ou je sais pas quoi. Bref, ils n'ont pas le droit de fonder des familles, ils n'ont pas le droit d'être en couple, etc. S'ils veulent du sexe, eh ben, il y a des robots qui sont faits exprès, quoi. Voilà. Donc, c'était très intéressant. Maintenant, ça manquait clairement d'originalité, voilà, par rapport à d'autres dystopies du genre qui ont été écrites avant. Je trouve que l'oiseau moqueur ne révolutionne pas du tout le genre. La preuve, c'est que, vous voyez, j'avais déjà oublié des trucs. Donc, ça révolutionne pas le genre. Voilà, franchement, je pense déjà, là, je l'ai oublié. Ça fait 2 semaines que je l'ai terminé. J'ai commencé à oublier des trucs. Dans un mois, je l'aurais quasiment complètement oublié au final. C'est dommage. C'est dommage parce que Walter Tevis, c'est l'auteur du Jeu de la Dame, au passage, que j'ai pas lu. Hein. Bon, je pense que j'ai vu la série, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu. Donc, pour moi, enfin, je veux dire, c'est pas non plus n'importe qui. Le livre est très très bien écrit, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, il y a un propos intéressant. Les personnages sont assez creusés. Il y a beaucoup de... En plus, on a un coup le point de vue du héros et un coup le point de vue de la femme. Et on a même le point de vue d'un robot aussi, qui est important dans l'histoire. Et franchement, voilà, les personnages ont un background assez creusé, assez travaillé. Et du coup, on est en introspection avec eux. Donc, on comprend bien leur façon de penser, de voir les choses. Mais, voilà, il m'en restera pas... Ah bah, voilà, je suis pas la seule. Merci, Babs. Voilà, j'en retirerai rien, en fait. C'était sympa, mais ça révolutionne pas le genre. Je suis contente de l'avoir lu quand même, parce que, bon, voilà, je pense que
ça reste une dystopie finalement assez connue, mais voilà, j'ai pas appris grand-chose, j'ai pas eu de waouh. Le fait de me dire ah cette réflexion est géniale, enfin voilà quoi, il y a pas non. Voilà ce que je ce que je retirerai de celui-ci. Mais c'était sympa à lire. Voilà. Je pense que pour les gens qui ont lu peu de dystopies, voilà, j'adore les dystopies, j'en lis beaucoup, donc c'est peut-être ça aussi. Je pense que si on lit des sporadiques, des dystopies de façon sporadique, je voulais dire, forcément ça peut être sympa à lire. Surtout que ça se lit beaucoup plus facilement, celui-ci, L'Oiseau Moqueur, se lit beaucoup plus facilement, par exemple, qu'un 1984 ou Un Meilleur des Mondes, hein, clairement, c'est beaucoup plus facile à appréhender, donc voilà. Donc, ça peut être un conseil si vous avez envie de découvrir un peu ce genre de dystopie, par exemple. Steph, t'as beaucoup de bugs, ma petite Steph, t'as des petits soucis de connexion. C'est pas cool. Voilà pour celui-ci. J'ai déjà la moitié du bilan lecture, ça me fait bizarre quoi. Il est que 21h. Bon. Alors, un petit manga, c'est le seul de la liste. Parce qu'en fait, j'ai lu d'autres mangas ce mois-ci, mais c'était des tomes 2. Ouais, c'était des tomes 2. Donc, je ne parle des mangas que quand ce sont des tomes 1 ou des one-shots ou le dernier tome, parce que comme ça, je parle de la série en entier. Donc, tome 1 pour mon avis sur la découverte d'une nouvelle série. Et dernier tome, évidemment, mon avis sur la série en entier. Mais ça sert à rien que je parle des tomes intermédiaires. Pas vous dire, ah, celui-là était mieux que celui d'avant. Je peux même pas vous parler du pitch parce que du coup, bah, voilà, spoiler. Ah mince, ouais, c'est clair. Il y a un bug chez les Steph. Et donc là, c'est un one-shot, en l'occurrence, la grossesse de Monsieur Iyama. Je sais plus l'autrice. Je crains du boudin. Attendez, je vais vous dire ça de suite parce que du coup, j'ai un navigateur ouvert. Mince. Je sais plus. Voilà. Donc, ah oui, mais évidemment, il me sort la série. Oui, pour la précision, ça a été adapté en série sur Netflix. Voilà, si ça vous intéresse, si vous ne voulez pas acheter le manga, par exemple. Donc, l'autrice, pardon, c'est Eri Sakai. Voilà, Eri Sakai. Hop, j'en profite pour fermer le navigateur. Donc, on est dans un petit one-shot et on est dans un genre de dystopie aussi. Hein, voilà, quelque part, ça rentre un petit peu dans le, dans le avril autour de la SF, on va dire. Puisque dans ce monde, les hommes peuvent aussi tomber enceints. D'où le titre. Ça fait une dizaine d'années que ça arrive. Certains hommes peuvent tomber enceints. Alors, il n'y a pas vraiment d'explication scientifique. En même temps, c'est un manga, c'est un one-shot. Je pense que peut-être que dans la série, ils ont été trouver une explication rationnelle et tout, parce qu'ils ont eu beaucoup plus de temps pour. Là, c'est un petit manga. Bon, ils ont fait vite. En gros, on nous dit juste que voilà, maintenant, les hommes tombent enceints avec une relation hétérosexuelle aussi, hein, voilà, et qu'ils ne peuvent pas, évidemment, pas accoucher normalement, puisqu'ils n'ont ni utérus ni vagin, donc ils accouchent par césarienne automatiquement. Et dans ce monde-là, ah oui, et puis aussi, petite précision qui a son importance, c'est que c'est quand même un phénomène assez rare. Voilà, majoritairement, ce sont les femmes qui tombent enceintes, donc c'est quand même ça reste très rare que les hommes tombent enceints, mais ça existe. Et dans ce monde, eh bien justement, dans cette histoire, ça va tomber sur notre héros qui s'appelle Kentaro, et qui est un coureur de jupons. Voilà, et malheureusement, comme beaucoup de coureurs de jupons, hein, il ne se protège pas pendant les rapports, et du coup, et comme les hommes enceints sont très rares, il ne s'inquiétait pas trop de ça, voilà, évidemment, c'est tombé sur lui. Et donc là, ça va remettre énormément de choses en question,
puisqu'il est célibataire et que bah, il n'avait pas trop dans l'optique d'élever un enfant de suite, quoi. Et en fait, bon voilà, ce manga est vraiment un peu comment dire, pas une ode, mais un reflet de ce que peut être la charge mentale, la charge sexuelle, oui, ce qu'on appelle la charge sexuelle chez les femmes. C'est le fait qu'on doive toujours penser à se protéger, enfin voilà, toutes les choses auxquelles on doit penser à chaque fois qu'on doit avoir un rapport sexuel, voilà, bref. Du coup, ça parle beaucoup ça parle beaucoup de ça. Et le fait que, bah voilà, les hommes, eux, ils en ont tellement rien à battre. Ils considèrent que c'est à nous de se protéger, voilà, de prendre la pilule, ou voilà. Eux, ils en ont rien. Et du coup, bah voilà ce qui arrive. Et donc, on a un peu, voilà, le retour de bâton par rapport à ça. Il y a un moment, il y a un couple. Parce qu'on suit on suit un peu d'autres personnages aussi, j'aime bien. À un moment, il y a un couple marié, en fait. La femme, donc, ils ont déjà un enfant. Donc, c'était la femme qui avait mis au monde un enfant. Et là, c'est l'homme qui est enceint. Et alors, quand c'était la femme qui était enceinte et que lui travaillait, quand il rentrait à la maison, il dit: Ah, ben, t'aurais pu préparer le repas et tout ça. Oui, mais j'étais pas bien et tout, parce qu'elle est quand même enceinte, quoi. Ah, ben non, mais t'es à la maison, tu peux préparer le repas. Et maintenant que c'est lui qui est enceint, c'est ah bah tu pourrais, parce que du coup il travaille pas, il reste à la maison, c'est elle qui travaille. Ah bah tu pourrais préparer à manger quand même, parce que moi je suis enceinte et tout, je suis pas bien. Voilà, les hommes. Coucou Angel. Donc typiquement voilà. Et c'est vrai que voilà, ça montre vraiment. Il y a un gros sujet sur l'avortement aussi. J'étais assez étonnée. Parce que bon, même si c'est légal au Japon, c'est quand même un sujet très très tabou, quoi. Et du coup, là, non, ils en parlent vraiment de façon assez ouverte. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Euh, voilà, il y a pas mal de thématiques. Il y a vraiment pas mal de thématiques qui sont soulevées. Le fait que bah, là, les hommes, une fois qu'ils sont enceints, ils se rendent compte un peu de ce que ça fait, évidemment. Euh, et puis même l'inversement des rôles aussi, parce que du coup, le jour où il retrouve la mère de l'enfant, elle se dit mince, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le demander en mariage du coup? Comment je fais pour... Je me suis jamais posé la question parce que voilà, je pensais pas que ce serait mon rôle. Voilà. C'était assez rigolo. Voilà, donc vraiment un peu les rôles inversés. Mais sans que ce soit complètement les rôles inversés, parce que en fait, le message finalement dans le manga aussi, c'est que bah, comme ça reste rare, ah oui, il y a une autre thématique qui est intéressante, enfin je vais pas tout vous raconter, mais voilà, c'est quand même des trucs intéressants dedans. Comme ça reste rare comme phénomène, en fait, la charge mentale et la charge sexuelle reposent toujours encore sur les femmes, quoi, c'est un truc de fou. Et il y a aussi, il y a une petite thématique intéressante aussi, c'est la discrimination. Parce que du coup, quand ils sont enceints, en fait, les autres hommes se foutent de leur gueule. En plus, il y a un peu des clichés, ah, il est gay et tout, alors que, bah non, justement, il fallait un rapport hétéro, donc ça marche pas trop. Mais du coup, j'ai fait vraiment le rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui pour les hommes qui sont violés, que ce soit par une femme ou par un autre homme. Il y a toujours des réflexes, des réflexes débiles de la part de beaucoup de gens, surtout des hommes évidemment, de soit se moquer en mode ah, mais franchement, il devrait être content et tout, c'est pas tout le monde qui se fait violer par une femme et tout, enfin voilà. Ou le truc, ah, si c'est par un autre homme, ah, mais il est gay, enfin voilà, c'est vraiment des trucs. Et du coup, ça m'a un peu fait penser à ça. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment très très bien. Ah ouais, c'est vrai, ils ont fait une deuxième partie. Parce que là, c'était un one-shot, hein, mais du coup, c'est intéressant qu'ils aient fait un deuxième tome, on va dire. Anita. Ah ouais. Bah là, du coup, c'est pas le cas, parce que les femmes tombent toujours plus enceintes que les hommes, et au final, elles ont encore la vie dure, quoi, dans cette histoire. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Ça va parfois pas au bout, je trouve pas suffisamment au bout. J'aurais aimé des fois que ça soit un peu plus dénonciateur quand même, mais déjà voilà, pour un truc japonais, c'est déjà une excellente chose. Et forcément, j'ai envie de voir la série parce que je me dis que comme la série, c'est une série déjà, donc c'est plus long, l'histoire est plus longue.
Je pense qu'ils ont développé pas mal de choses et ça peut être extrêmement intéressant à voir. Donc voilà pour ce petit manga one shot. On passe à l'avant-dernier livre, qui est un petit façon de parler, Stephen King. Dead Zone, que je devais lire depuis tellement longtemps que je me disais, allez, c'est le prochain que tu vas lire, parce que quand même, c'est un des rares méga classiques de Stephen King que tu n'as pas lu. Il serait temps. En plus, le pitch avait tout pour me plaire, puisque le pitch, littéralement, c'est donc un homme, suite à un accident, commence à avoir des visions, et il a la vision que un homme d'extrême droite qui va se présenter au présidentiel des États-Unis va être élu et que ça va être l'apocalypse. Voilà. Du coup, je m'étais dit, waouh, trop bien, ça va être super politique. Voilà, enfin, Stephen King, en plus, qui est extrêmement progressiste, j'imaginais bien le truc de ça va dénoncer, tout ça, machin. J'avoue que sur cette partie-là, j'ai été déçue. Alors, si je le mets aussi haut, c'est que j'ai quand même adoré le récit. Hein, c'est quand même un excellent Stephen King, je l'ai bouffé. Bah voilà, il y a que 2 livres ce mois-ci que j'ai bouffé. Hein, enfin, a priori, parce que j'en ai lu avant, mais moi, je les ai pas sous les yeux. Je sais plus ce que j'ai lu. Mais voilà, alors qu'il était quand même assez gros. Je l'ai bouffé. J'ai adoré, mais j'ai été déçue, juste, voilà, c'est mon bémol. Alors déjà, le truc abusé, je trouve, vraiment, mais ça, c'est le problème des 4e de couverture. Hein. Donc, ce qui est expliqué dans le pitch, ça n'arrive que aux 3/4 du roman. Aux 3/4. Donc, c'est-à-dire qu'il se passe quand même 75% du livre sans qu'on ait cette histoire d'élection présidentielle. Je vous le dis comme ça. Je me disais, mais attendez, quand est-ce que ça va arriver le truc? Ça arrive vers la fin. Mais ne mettez pas en 4e de couverture un truc qui arrive à la fin du livre. Je veux dire, c'était pas là. En fait, finalement, le livre n'est pas basé là-dessus. Le livre, il est basé sur le héros qui a effectivement un accident, qui est dans le coma pendant des années, qui se réveille. C'est ça l'histoire. Il est dans le coma pendant des années, il se réveille, il a du coup, la nana qui voulait demander un mariage, elle est mariée avec un autre. Enfin, là, pour le coup, je vous spoil pas, c'est vraiment vers le début. Voilà. Et du coup, il se découvre des visions comme ça, et donc il va y avoir tout un truc là-dessus. Mais l'histoire du mec d'extrême droite, là, ça arrive à la fin. Et du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi avoir vendu ce livre là-dessus, alors que c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est un homme qui se remet de son coma. Enfin, c'est vraiment ça. Le propos, c'est ça. Voilà, il a été dans le coma et qui, du coup, il va y avoir tout un truc autour de ses visions. C'est extrêmement important. Aussi, une autre thématique extrêmement intéressante, c'est l'anticléricalisme. Sa mère, en fait, suite à son accident, quand il se retrouve dans le coma, sa mère, elle devient complètement dévote, mais complètement complotiste. Tellement elle est à fond dans Dieu, dans machin, et du coup, elle part dans les théories du complot de ouf, et c'est extrêmement important. Et du coup, tout le truc du mec d'extrême droite qui arrive à la fin, ça paraît faible à côté du reste, en fait. Puis en plus, moi, je m'attendais à ce que ce soit super politique, machin. Bon, en fait, c'est limite. C'est dit que c'est d'extrême droite dans la 4e de couverture. C'est pas forcément... c'est juste un connard, en fait. Il a pas vraiment d'idée politique, au final, à part que c'est un connard. Donc oui, connard, oui, ça s'assimile plus facilement à l'extrême droite, c'est sûr. Mais voilà, de fait, il n'y a pas vraiment... Je m'attendais à un Trump, voilà. Bon, c'est pas très flagrant. Mais voilà, on dirait que je vous parle du livre comme si j'avais pas aimé. J'ai adoré le livre, mais juste, je suis pas contente de cette 4e de couverture. Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve d'avoir vendu le livre comme ça, alors que c'est pas le cas. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir adoré ce livre. Parce que, voilà, le personnage principal... Comment il s'appelle déjà? John. Oui, John Smith, il s'appelle.
Il a donné à son personnage principal le nom le plus courant au monde, en fait. Enfin, pas au monde, mais en tout cas dans les pays anglo-saxons. Voilà, donc John Smith, surnommé Johnny, et son personnage est extrêmement intéressant. Voilà, on va vraiment être avec lui, même pendant son coma, tout ça. Enfin, voilà, et moi, je l'ai bouffé, ce livre. Voilà, moi, j'ai bouffé toutes ces histoires un peu, ouais, de vision. Voilà. Du coup, je sais pas trop comment vous le vendre, c'est bizarre. Voilà, c'est ça, un homme qui a des visions et qui doit régler des choses. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est comment il va se sortir du fait d'avoir énormément perdu pendant son coma, que les gens autour de lui aient changé, que lui a changé, que voilà, qu'il se passe plein de choses, qu'il a des visions, que les gens vont être au courant de ses visions. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses autour de ça. Ouais, oui, mais En fait, en fait, le personnage, effectivement, le personnage qui se présente au présidentiel, là, le connard, on le voit dès le début. On le voit dès le début, on va le suivre de temps en temps, effectivement. On va le suivre de temps en temps dans les horreurs qu'il peut faire subir aux autres. Voilà. Mais l'histoire en elle-même, là, du fait qu'il se présente au présidentiel, ça arrive vraiment aux trois quarts du livre. Vraiment, vraiment aux trois quarts du livre. Et la rencontre entre les deux, voilà, c'est vraiment à la fin. Et il y a une histoire de tueur en série aussi. Il y a une petite... Ouais, Stephen King se dit, allez, je vais rajouter des trucs, là, histoire de rajouter un peu de piment à l'histoire. Je vais mettre un petit tueur en série au milieu, quoi. Voilà, donc il y a une histoire de tueur en série aussi, sachez-le. Mais voilà, en tout cas, c'était quand même doudou. Et c'est marrant parce que ce livre m'a sorti de ma panne de lecture, hein. Parce que oui, il y a eu une ombre familière que j'ai... Voilà, qui a été le premier livre que j'ai réussi à lire jusqu'au bout en avril, en gros, à peu près, hein, voilà. À part le E, mais le E de Kate Dick, en fait, je l'ai lu en Read-With-Me, il était extrêmement court. Donc du coup, c'est pas pareil. Mais sinon, voilà, il y a eu une ombre familière, mais une ombre familière, je ne l'ai pas bouffée. Je l'ai pas bouffée. Et le premier à vraiment m'avoir sorti quand même de ma panne, et encore que je suis pas sortie complètement non plus, parce que je n'étais toujours pas dans un bon mood d'une façon générale, mais c'était Dead Zone. Vraiment, Dead Zone, je l'ai bouffé. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est un Stephen King. Je me suis dit, en vrai, je me suis dit ça. Je me suis dit, bon, là, t'es pas dans le mood de lire de la SF. Même s'il y a un petit côté SF dans Dead Zone, mais bon, t'es pas dans le mood de lire de la SF, t'es pas dans le mood de pas grand chose en fait, il faut que tu trouves un truc un peu doudou. Et comme j'avais le Stephen King dans ma page, je me suis dit, tente à Stephen King, au pire, tu seras bien parce que c'est une écriture qui t'est familière, et voilà, et c'est vraiment, ça a fait le job là-dessus, quoi. Ça a vraiment fait le job là-dessus, j'ai de suite été plongée dedans. C'est un truc de fou, voilà. C'est magique avec Stephen King. Ça veut pas dire que j'ai adoré tous les Stephen King, mais il y a toujours ce petit truc de l'écriture qui fait qu'on est quand même bien dedans, quoi. C'est fou, hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah mince, Babs, c'est ballot. John Doe, c'est le pseudonyme qu'on donne aux gens dont on connaît pas l'identité, en fait. Voilà. Alors que John Smith, c'est le nom le plus courant dans les pays anglo-saxons. Donc c'est deux choses différentes. Voilà. Ouais, c'est ça, Steph. Mais ça, voilà, le fait qu'il voit la fin du monde, ça arrive vraiment à la fin, quoi. Bon, bref. Et enfin, donc, le dernier, le meilleur des meilleurs de mes 2 dernières semaines. Parce que c'est un peu ça, quoi. Et bien, c'est l'école des bonnes mères, hein. Voilà, de Jessamine Chan. Encore une dystopie, mais cette fois, une excellente dystopie, extrêmement originale. Donc, dans cette histoire, on est dans un... Je sais pas si on est vraiment dans un roman d'anticipation ou dans un genre d'Uchronie. En tout cas, on est dans notre monde actuel, aux États-Unis, sauf que la particularité, c'est que la surveillance est accrue
Il y a beaucoup, beaucoup de délations. Voilà, tout le monde balance tout le monde. Tout le monde se surveille. Il y a des caméras partout, etc. Et surtout, 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 on surveille les mères. Voilà, il y a vraiment une surveillance accrue sur les mères et leurs enfants. Le but étant que les mères ne commettent aucune faute, quelle qu'elle soit. Et malheureusement, c'est ce qui va arriver à notre héroïne qui s'appelle Frida. Frida est d'origine chinoise, comme l'autrice d'ailleurs. Et d'accord, Anita. Et Frida a une petite fille. Frida est mère divorcée. Voilà, elle est divorcée. Elle a une petite fille de 18 mois qu'elle a en garde alternée avec le papa. Le papa a quitté Frida pour une autre femme. Et donc, Frida a un peu du mal à gérer. Voilà, elle n'est pas habituée. Elle a un peu du mal à gérer sa fille. Elle s'appelle comment? Harriet. Harriet, elle s'appelle. Elle a du mal à gérer sa fille toute seule. Voilà, et parce qu'elle travaille, parce que voilà, il n'y a personne pour l'aider. Et à un moment, elle a besoin d'un dossier, elle a oublié un dossier à son boulot, elle part à son boulot chercher un dossier en laissant sa fille seule à la maison. Et évidemment, elle va immédiatement être balancée par les voisins. Hein. Voilà, et... Ah oui, c'est vrai, Céline, d'accord. Ouais, Viviane, elle a adoré, Bubu aussi, je sais. Bonne nuit Aurélie. Bonne nuit, merci d'être venue. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que les services sociaux vont arriver chez Frida, vont lui dire voilà vous avez commis une erreur grave, tout ça, tout ça. Du coup, on va vous retirer provisoirement la garde de votre fille. On va mettre des caméras chez vous et on va déjà un peu vérifier voilà, si vous êtes... si vous vous comportez de façon correcte. Et aussi, on va vous donner des séances avec votre fille, donc des visites d'1 heure de temps en temps, quoi, et avec l'assistante sociale. Et il faudra nous montrer à ce moment-là que vous vous comportez comme une bonne mère. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer les rares fois où elle va pouvoir voir sa fille, ça va mal se passer parce que la gamine, elle est trauma déjà depuis voir sa mère. Ensuite, quand elle arrive, on la force à faire des choses. En gros, l'assistante sociale, elle est là, elle est sur son dos, en mode « Allez, maintenant, il faut jouer. Là, il faut jouer maintenant. Hein. » Et donc, la gamine, ben non, elle n'a pas envie de jouer. Elle a envie elle a envie de câlins de sa maman. Mais non, la maman ne peut pas lui faire des câlins. Parce que non, c'est pas recommandé. Voilà, là, maintenant, c'est l'heure du jeu. Enfin, voilà, c'est des trucs complètement aberrants, évidemment. Et putain, j'avais mal pendant les visites de l'assistante sociale, là, c'était vraiment terrible à chaque fois. Et évidemment, bah, comme ça se passe mal avec à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? On va lui dire, bon, vous avez échoué au test, en gros, donc en fait, on va vous faire expérimenter quelque chose de nouveau. Voilà, ça a été créé cette année. On va vous envoyer dans une école spéciale pour devenir une bonne mère, pour apprendre à être une bonne mère, d'où le titre. Et donc évidemment, sa gamine va être confiée totalement à son père. Et donc on va suivre la pauvre Frida dans un espèce de pensionnat qui s'apparente plus à une prison qu'autre chose, où elle va devoir faire des exercices pour montrer qu'elle est une bonne mère. Mais vous allez me dire comment faire des exercices s'il n'y a pas d'enfant. Et ben en fait, ils vont confier des poupées, des robots en fait, aux parents. Alors à chaque fois... Enfin, aux parents, aux mères, même s'il y a aussi une école des pères, mais genre, ils sont pas beaucoup. Et puis, eux, ils ont vraiment fait des fautes graves. Hein. Parce qu'en fait, évidemment, voilà, c'est très... c'est assez féministe, hein, ce livre. C'est pour montrer que, bah oui, forcément, on juge beaucoup plus, ce qui est vrai, hein, dans la vraie vie, c'est ça. On juge beaucoup plus les mères que les pères. Les pères, ils ont le droit à l'erreur, les mères, non. Coucou Estelle, comment ça va? Et en gros, voilà, on va leur confier des robots qui ressemblent un peu à leurs enfants, donc qui ont qui ressemblent pas spécialement physiquement, sauf pour la couleur de peau, et qui ont le même âge et le même sexe. Enfin, le même sexe, en gros. Et donc, du coup, Frida va se retrouver affublée d'une petite robot eurasienne, voilà, qu'elle va appeler Emmanuel.
Et le truc, c'est que ben, Frida, elle va finir par vraiment se prêter au jeu, quoi. Et vraiment commencer à s'attacher au robot. Et voilà, et je vous en dis pas plus. Mais alors, qu'est-ce que j'étais pas bien pendant ce livre? Alors, j'étais pas bien dans le sens où le livre était mauvais. Non, au contraire, le livre était absolument génial. Je l'ai bouffé, le livre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais juste que c'était extrêmement dur. Déjà, moi, j'ai vraiment un genre, je me rends compte, en fait, que j'ai vraiment un genre de phobie de l'enfermement. Alors que pourtant, j'ai pas eu de problème avec le confinement, mais il y avait quand même un côté anxiogène des, vous savez, les dérogations, là, les autorisations de sortie. Il y avait ça quand même. Ça me stressait un petit peu. Mais voilà, je n'étais pas complètement enfermée. Mais à chaque fois que je lis des histoires comme ça, en fait, c'est pas l'enfermement, je pense que c'est vraiment l'absence de liberté. Ah, vraiment, j'ai l'impression d'avoir vraiment une phobie là-dessus. Et à chaque fois que je lis des livres où les personnages sont privés de liberté qui leur sont basiques, qui doivent être basiques, en fait, c'est ça le truc, voilà. Et qui ne le méritent pas, je suis tellement pas bien, je suis tellement pas bien. Ah oui, oui, non, mais Natacha, ça, j'en doute pas, hein. Je pense que dans ce, en fait, je pense que dans ce livre, vraiment, le trait est forcé parce que c'est une dystopie. C'est comme toutes les dystopies, on montre un côté extrême, mais le fond, comme toutes les dystopies, le fond est véridique, en fait, voilà. Et donc là, on est vraiment sur la thématique des injonctions qui sont faites aux mères. Et pas seulement par le biais de cette école, mais aussi par le biais des personnages. Par exemple, la nouvelle femme du mari, elle va être à fond dans le délire un peu New Age, là. Non, pas de vaccin, pas de glucides, pas de gluten, pardon, plutôt pas de gluten, pas de laitage, tout ça, machin. Et au final, la gamine, elle va maigrir de ouf, et, enfin voilà, mais personne va s'en inquiéter, à part Frida, évidemment. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça, et tout ça, pourquoi? Parce que, ben, il faut que l'enfant soit bien, et tout ça. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, et puis, vraiment, pas le droit à la moindre petite erreur, quoi. Et donc, en fait, on va préférer une femme qui est complètement... euh, comment dire, dont le gosse est complètement aseptisé dans un cocon, voilà, ce qui n'est pas spécialement bien, plutôt qu'une mère qui va agir finalement normalement avec son enfant et qui va, comme tout le monde, commettre de temps en temps des petites erreurs qui seront sans conséquence. Mais là, du coup, en fait, voilà, le message, il est là, c'est qu'au final, la gosse, elle est traumatisée de pas voir sa mère et tout ça. Du coup, parce que comme elle est à l'école, elle peut pas sortir. Elle peut l'appeler, mais tu parles, elle a 2 minutes en vidéo, voilà, c'est que dalle. Et alors le moment où, où elle apprend que... Putain, moi, c'est fou parce que j'ai pas d'enfant et pourtant j'ai ressenti quand même l'empathie. Voilà, le moment où elle apprend que sa gamine commence à appeler sa belle-mère maman. Ouah là 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 là. Là, ça, franchement, ça m'a fait mal. C'est con, hein, parce qu'il y avait des trucs bien pires dans le livre, mais je sais pas. Ce truc-là, c'est ta gamine et elle t'échappe et elle va finalement avoir une autre mère, quoi, que toi, parce que t'es pas là. Waouh! Ça m'a fait super mal. Franchement, ce passage-là m'a fait super mal. J'étais tellement triste pour l'héroïne. Et voilà, en fait, dans tout le livre, voilà, donc il y a tout ce truc de l'absence de liberté, évidemment, qui m'a fait extrêmement mal au cœur. On ne suit pas que Frida, on suit d'autres mères, du coup, qui sont dans le programme et qui ont toutes des histoires différentes. C'est extrêmement intéressant. Par exemple, il y en a une, c'est une ado. Elle a eu un enfant en étant ado. Voilà, il y en a qui sont lesbiennes. D'ailleurs, il y a des histoires qui se créent entre les mères, c'est marrant. Il y a la mère qui est trop... qui, elle, c'est l'extrême inverse. Elle est trop à fond sur son fils qui est ado, et limite, c'est un peu incestueux, quoi. Enfin, voilà, il y a plein de trucs, il y a plein d'histoires différentes. Et ce que j'aime bien, ce que j'ai beaucoup aimé avec Jessamine Chan, c'est que elle nous prend pas pour des cons, en fait. Elle nous explique pas clairement, voilà, regardez, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Elle nous le dit jamais, ça. On le comprend par nous-mêmes, en fait. C'est vraiment à nous de comprendre ce qui est bien et pas bien. Et pourtant,
souvent, on est un peu dans la zone grise, hein, vraiment. Il y a des fois où tu as l'impression que des choses qui sont censées être mal, ben, sont bien, mais en fait, voilà, on comprend, on finit par comprendre par nous-mêmes ce qui est bien et pas bien, entre guillemets. Et en même temps, justement, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi elle ne fait pas ça? Parce que justement, dire elle-même ce qui est bien et pas bien, ce serait elle-même porter un jugement justement sur les mères. En fait, le message de l'histoire, finalement, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mère. Bon, évidemment, si tu tues ton gosse, t'es pas spécialement une bonne mère. Mais je veux dire, voilà, d'une façon générale, à partir du moment où tu aimes ton enfant, c'est l'essentiel, quoi. Et vraiment, c'est le message du truc, en fait. C'est que, voilà, il y a pas de bonne ou de mauvaise mère. Il n'y a pas de bon... Parce que, franchement, même les trucs qu'elles leur font faire, des fois, bah, c'est une bonne idée. Des fois, tu es là, ah bah oui, ça c'est important, effectivement, pour le bien-être de l'enfant. Tu te dis, bah oui, ça c'est bien. Mais ça veut pas dire que tout est bien et ça veut pas dire voilà. Donc c'est ça qui est bien, c'est que justement elle maintient une espèce de zone grise comme ça parce que voilà, c'est pas manichéen, c'est pour dire bah non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, mais par contre, il y a évidemment des trucs qui sont problématiques, on le voit quand même, hein, voilà. Mais mais voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment adoré. Et franchement, c'est ouf parce que je ne suis pas mère moi-même. Et pourtant, j'étais mais en empathie totale avec Frida. J'avais l'impression voilà, d'être à sa place et de comprendre ce qu'elle vivait alors que je ne suis pas maman. Je me dis voilà, que les personnes qui ont lu ce livre en étant mère, waouh, ça devait être quelque chose, hein. Vraiment. Vraiment, ça devait être quelque chose. Parce que déjà, moi, j'étais bouleversée. Mais pour vous dire, j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré, hein. Franchement. J'en ai chialé, là, vers la fin, là, il se passe des trucs, pouah. Donc, c'était vraiment, quelle excellente surprise. Alors, pas surprise parce que voilà, j'avais déjà vu des bons retours et c'est typiquement le genre de livre que j'aime, donc je n'étais pas surprise d'aimer, mais, mais je suis extrêmement contente d'avoir vraiment adoré. Je trouve que ben, je comprends pourquoi Barack Obama l'a cité dans ses livres de l'année pour lui. Voilà. Pour lui, ça fait partie des livres de l'année 2022, hein, parce qu'il est sorti aux États-Unis avant. Mais voilà, c'est pas pour rien. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit aussi, parce qu'on parle de Barack Obama, c'est que du coup, l'autrice et sa protagoniste étant d'origine chinoise, il va être beaucoup question de racisme dedans aussi. C'est extrêmement intéressant la façon... Parce qu'il y a un côté aussi très... alors, je vais pas dire bien pensant, parce que bien pensant, c'est utilisé à mauvais escient maintenant. C'est pas bien pensant, c'est puritain. Donc là, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de puritanisme, en fait, dans cette histoire. C'est plus une société qui est trop théorique, en fait. Voilà, c'est plus des théories. D'ailleurs, les personnes qui dirigent l'école, enfin, en tout cas, qui font, pas celles qui dirigent l'école, mais les personnes qui font les professeurs, on va dire, n'ont pas d'enfants. Donc, en fait, se permettent de donner des leçons parce qu'elles ont la théorie. Donc, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'il y a tellement trop de théories que même au niveau du racisme, même quand elles font des trucs qui, en théorie, sont bien, c'est-à-dire qu'on va parler, justement, elles vont dire, voilà, c'est important de parler de racisme avec les enfants et tout ça, ce qui est vrai. Mais sauf qu'elles le font hyper mal, en fait. C'est hyper mal fait, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, pareil pour la pédophilie, tout ça. Plein de trucs où ça part d'un bon sentiment, entre guillemets, mais ça s'appuie tellement trop sur la théorie et pas assez sur les sentiments des gens, leurs émotions et tout ça, que du coup, ça donne n'importe quoi. Mais c'est extrêmement intéressant, en fait. C'est ça que j'aime bien avec ce livre. C'est que, voilà, en fait, tout ça pour dire que, voilà, le message, c'est vraiment soyez vous-même, aimez vos enfants, mais soyez vous-même. Voilà. Et oui, bien sûr qu'il y a quand même des choses, évidemment, qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire, hein, bien sûr. Mais c'est instinctif. Enfin, ça devrait être instinctif. Ça devrait pas être ah là là, j'ai lu telle théorie sur machin, donc je vais l'appliquer et tout ça. Et puis au final, donc voilà.
C'est intéressant, je trouve, c'est intéressant. Et ça montre bien que, voilà, faut arrêter de donner des leçons aux mamans quand on est soi-même pas maman, déjà. Voilà. Mais ouais, c'était bien. Donc voilà. Ouais, il faudra que je le lise celui-ci, mais j'ai pas eu le courage là pour Où vivaient les gens heureux. Parce que je suis pas dans un trop bon mood de lecture pour dans un assez bon mood de lecture pour lire ça. Maintenant, donc voilà, ouais, non, moi j'ai chialé de ouf, hein. Franchement, c'était vraiment bouleversant, c'était vraiment beau. Et franchement, ce personnage de Frida, il est mais tellement attachant parce que elle a ses failles, hein, vraiment, elle a ses failles. C'est pas un personnage parfait, c'est évidemment pas une mère parfaite, c'est logique, hein, voilà. Mais tu sens que voilà, elle est tellement de bonne volonté, elle veut tellement bien faire les choses. Voilà, tu sens qu'elle est maladroite, mais que en fait c'est une très bonne personne et voilà, c'était très beau ce livre, c'était très beau, triste et voilà et comment comprendre les difficultés des mères finalement, hein, c'est vraiment ça, hein, voilà et c'était sous couvert de dystopie. C'est pour ça que j'aime les dystopies. C'est pour ça que j'aime beaucoup les dystopies parce que ça met tellement les choses en exergue sous une façon qui est prenante en fait, parce que c'est ça qui est bien, c'est parce que quand tu fais comme ça, quand tu crées un univers comme ça qui n'existe pas réellement, c'est prenant parce que tu découvres des choses en fait dans tout ce... Parce que là, on dirait que je vous ai raconté énormément de choses, mais c'est que dalle. C'est vraiment, je vous ai pas dit 10% du livre, là, vraiment, il se passe énormément de choses. Mais du coup, voilà, c'est un univers qu'on ne connaît pas, cette école et tout ça, qu'est-ce qui se passe, toutes les choses qui vont arriver, c'est hyper prenant, voilà, t'es à fond dedans. Et c'est souvent ça dans les dystopies comme ça, c'est que, voilà, t'as la découverte de quelque chose de nouveau, tout en ayant un message extrêmement actuel auquel tu peux t'identifier, que tu comprends et qui, voilà, qui témoigne de pas mal de problèmes dans la vie. Alors ça peut être sur n'importe quelle thématique, hein. Moi évidemment, j'aime beaucoup quand ça parle féminisme, forcément, mais ça peut être sur plein de choses. Ça peut être sur le climat, ça peut être sur la politique. Mais voilà, j'adore ça. J'adore les dystopies pour ça. Et voilà. J'en ai d'autres dans ma ligne de mire d'ailleurs, mais voilà, ce sera pour une autre fois. Donc voilà pour ce petit bilan lecture. Pour faire le point, avant de terminer la vidéo YouTube, pour faire le point sur mes lectures en cours. Donc, au niveau papier, j'ai commencé... Il est là d'ailleurs. Oui, parce que moi j'ai toujours un livre papier, en gros un livre papier, un livre... e-book et un livre audio. Donc en papier, j'ai quand bah tiens, voilà. Je l'avais. En plus, je vous dis, ouais, j'en ai dans la ligne de mire, j'avais oublié que j'étais en train d'en lire une aussi, hein. Voilà, Les Heures Rouges de Lénie Zoumas, mais pourquoi? Parce que c'est même plus dystopique maintenant, hein, puisque dans Les Heures Rouges, en fait, on est dans une Amérique où l'avortement est interdit et la PMA aussi, et on va suivre des femmes voilà, avec leurs problèmes gynécologiques, on va dire, et dans cet univers-là. Mais du coup, j'étais là, ouais, bon, en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Quand ça a été écrit, c'était pas le cas, mais maintenant, c'est le cas. Alors, c'est pas interdit dans tous les États, mais d'ailleurs, là non plus, hein, c'est pas interdit dans tous les États en plus. Mais du coup, voilà. C'est d'autant plus actuel, là on n'est plus dans la dystopie en fait, c'est ça qui est ouf. Voilà, donc j'ai commencé, ouais, t'as vu la couve, et oui. J'ai commencé à lire ça hier, et je pense pas, j'en suis sûre, je vais le continuer dans les transports, voilà. Parce que moi dans les transports j'aime bien avoir un livre papier. Et en e-book, j'ai commencé Bonne Season de Samantha Shannon. Alors honnêtement, je sais pas si je vais le terminer ce mois-ci. Remarque, ça peut passer au niveau fantasy et tout ça pour le mois de la fantasy, mais c'est un mix SF, fantastique, fantasy en gros, hein, Bonne Season. J'aime bien, mais j'en suis encore... enfin, qu'au début, sur ma liseuse, je suis à 22% quand même, sachant que c'est quand même un gros livre.
J'aime bien pour le moment, mais après voilà, je suis tellement pas dans un bon mood que il va falloir que ça bouge pas mal pour vraiment me prendre dans le truc quand même, hein. C'est ouais, c'est ça, Céline. Et puis en audio, bah, je viens de terminer La Lettre écarlate. Là, j'ai envie, je vais m'attaquer. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur Audible, parce que j'avais encore du crédit. Et je voulais pas, il est un peu trop tôt pour moi pour commencer ce que j'ai prévu d'écouter en audio au mois de mai. Du coup, je vais me faire un petit. J'ai cherché, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur Audible et je suis tombée par hasard parce que je regardais un peu les thrillers. J'avais envie de me faire un petit thriller détente, voilà, en livre audio, parce qu'après La Lettre écarlate, j'avais envie d'un truc léger, on va dire. Et du coup, je regardais les thrillers et je suis tombée sur un thriller dont j'ai parlé dans mes sorties de dimanche soir, les sorties poche de mai. C'était Le Dernier Vol de Julie Clark. Voilà, et du coup je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas. Il est pas très long, voilà, thématique. En plus, il y a une thématique sur les violences conjugales et tout, ça va me parler. Du coup, voilà, je vais commencer ça, je pense, peut-être ce soir, voilà, avant de dodo. Voilà pour mes lectures en cours. Sur ce, eh bien, écoutez, prochaine vidéo, ce sera les sorties grand format du mois de mai. Donc, que je tournerai dimanche soir en live. Donc, vous aurez certainement lundi. Et voilà. Et celui-là, le bilan lecture, je vais le poster. Donc là, on est mardi, je vais le poster jeudi. Je vous fais des bisous YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Bisous, bisous. Ciao.